Bonjour, chers élèves! Alors, nous allons entamer aujourd'hui la leçon 3. Nous sommes rendus à poursuivre les règles de la virgule que nous avons vues ensemble jusqu'à présent. Nous avons vu 4 règles concernant l'usage de la virgule. Juste avant de démarrer, je veux m'assurer que vous avez devant vous votre document d'exercice, mais surtout l'aide-mémoire jaune pour poursuivre la notation de votre synthèse. Alors, je vous donne un peu de temps là, pour sortir tout ça. Bien. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les règles 5, 6, 7, 8, 9. Alors, ce sera quand même costaud. Ce sont des règles, je pense que vous avez l'intuition d'aller mettre des virgules dans les phénomènes que nous verrons, mais vous ne savez pas nécessairement la règle grammaticale qui est associée à la virgule. Et là, c'est ça qui va vraiment distinguer là, un élève du premier ou du deuxième cycle, la capacité de nommer le phénomène grammatical qui accompagne votre raisonnement. Ça va? Alors, peut-être très rapidement, là, vous avez à l'écran les 4 règles que nous avons vues. D'abord, la règle 1 de la virgule de l'énumération, la règle 2, complément du nom. Je n'ai pas écrit, mais ça peut être du pronom aussi, là. 3, le complément de phrase. Rappelez-vous, les compléments de phrase peuvent être tout simple, tout mini, là, pas de verbe, ou le complément de la phrase de type complexe, avec le subordonnant, un autre sujet, un autre verbe. Et finalement, on s'était laissé avec la virgule qui va venir séparer les marqueurs, les organisateurs textuels, les connecteurs. Des fois, les enseignants peuvent parler de connecteurs. Alors, tous ces mots qui donnent un peu de structure dans un texte. Alors, on y va. Nous sommes rendus à la règle 5. J'ai une petite devinette pour vous. Regardez les 3 exemples. Paul, peux-tu venir me voir ce soir? Bon, j'ai des mises à jour à faire. On va faire ça plus tard. Bon, Paul, peux-tu venir me voir ce soir? Amélie, cesse de bavarder. Oh, j'aurais dû écrire Félix. C'est une blague. Les filles, nous commençons la classe. Bon, fait que là, vous devez peut-être vous dire, ouais, j'ai l'impression qu'on veut parler à quelqu'un, on veut comme accrocher quelqu'un, on veut lui parler directement, puis on va donc séparer le nom de la personne ou son titre du reste de l'action qu'on veut qu'elle fasse. On peut remarquer aussi que c'est souvent dans un mode impératif. Voyez-vous, on a vraiment on a l'impression d'un ordre ou d'une action à poser, là, d'une consigne. Alors, comment nous appelons cette règle de la virgule? Ah oui, c'est vrai, j'avais fait un autre exemple. J'aime ça faire durer le suspense. Alors, Sophie vient manger. Jérémy, peux-tu emporter ton sac? Mon chéri, reste calme. Donc, voilà, c'est la virgule qui sépare l'apostrophe. Fait que je vous invite à écrire ça dans votre aide-mémoire. Là, j'ai pas la meilleure diapo, là. La suite va arranger les choses. Alors, l'apostrophe. Bon, l'apostrophe, là, c'est un signe de ponctuation. Ben, pas ponctuation, mais c'est comme un signe typographique en français, mais c'est également un phénomène, c'est comme un verbe, je peux dire, je vais apostropher quelqu'un. C'est comme si je veux entrer en contact avec lui, entrer en lien avec lui, puis je vais l'apostropher. Alors, c'est cohérent avec les exemples que nous venons de voir. Hein? J'essaie d'apostropher Sophie, Jérémy, mon chéri. Et ce sera donc cette virgule qui vient séparer ou présenter l'apostrophe.
Regardez l'exemple 1. Sophie vient manger. Si je n'avais pas mis la virgule, est-ce qu'il y aurait eu modification dans l'écriture du verbe vient? J'espère que vous dites oui. Admettons que nous n'avions pas été à l'impératif, là. Sophie vient manger ce soir, admettons. Le verbe n'aurait pas pris de S. Mais là, on est dans un cadre d'impératif avec la séparation par la virgule, ça vient changer la grammaire. Alors, voyez-vous comment une virgule peut venir changer un accord? C'est intéressant aussi. Bon, alors, on continue. L'apostrophe sert à aborder quelqu'un afin d'obtenir son attention. Fait que vous pouvez écrire ça dans votre aide-mémoire. L'apostrophe sert à aborder quelqu'un afin d'obtenir son attention. L'apostrophe sert à aborder quelqu'un afin d'obtenir son attention. On n'a pas eu le temps cette année encore de parler de la prise de notes de cours. Là, je fais une petite parenthèse. Soyez toujours, essayez d'avoir de l'initiative, puis vous n'êtes pas obligé de tout copier mot à mot pareillement à mes notes. Vous pouvez utiliser beaucoup de symboles, l'apostrophe, 2 points, pour accrocher quelqu'un. Ça peut quand même faire le travail. Ça accélère la prise de notes en classe. Bon, je referme la parenthèse. OK, alors plein d'exemples pour celui-là. José, je te demande de te taire. C'est un exemple que vous pouvez écrire dans votre aide-mémoire. José, je te demande de te taire. Alors, à la suite de José, on veut entrer en contact avec cette personne, on veut obtenir son attention. La virgule est donc de mise, puis là, on lui donne un peu la consigne qu'elle doit suivre. Bon, là, il y avait une petite flèche au bas là, que je n'avais pas retirée pour le reste. Là. C'est juste une petite mention. Au début d'une lettre, après la formule d'appel, il faut placer une virgule. Alors, regardez. Une lettre ou un courriel. Madame, monsieur, c'est la même chose. C'est la virgule d'apostrophe. Un courriel, hein, bonjour madame, virgule. C'est la même chose. Bon. Bien. Alors, ça va pour la règle 5. Nous passons à la règle 6. Alors, petite devinette. L'exemple est tout bas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Quelle est la règle d'emploi pour ces virgules? Indice. Celle-là, elle est plus subtile. Alors, il faudra faire intervenir vos connaissances grammaticales. Observe la syntaxe de ces phrases. La syntaxe, je vous rappelle, donc, c'est l'ordre. Oh mon Dieu, il y a une erreur terrible sur la diapo. Il manque un S. Oh là, madame! Je l'ai ajouté juste avant mon enregistrement parce que je voulais préciser syntaxe, puis j'ai fait ça trop vite. Bon. C'est pas grave. Alors, la syntaxe qui donne, oui, donc l'ordre des constituants de la phrase. Je vous rappelle la phrase de base, groupe sujet, groupe verbe, groupe complément. Bon, regardons l'exemple. Rodolphe adore le tennis et Béatrice, virgule, le soccer. Que vient faire le rôle de la virgule? Tu sais, quand je vous disais à la dernière leçon que la virgule vient marquer un changement, une modification de la phrase de base, il n'y a pas plus évident que ça. On va aller regarder le début de l'énoncé juste avant le coordonnant. Rodolphe adore le tennis. Nous avons un groupe sujet, un groupe verbe. Le coordonnant,
qui va venir coordonner, un coordonnant va coordonner des groupes qui devraient être pareillement constitués à sa gauche et à sa droite. Donc, nous reprenons avec un autre groupe sujet et là, oups, qu'est-ce que la virgule vient marquer? L'absence du deuxième groupe verbe. Cette année, quand on a travaillé les stratégies pour gérer le temps qui avance dans une histoire, quand on a travaillé en lecture beaucoup en novembre, on a vu 4 stratégies qui géraient le temps. Puis on en a vu une qui signifiait exactement ça, l'absence de quelque chose. Tu sais, quand je vous parlais d'un trou de lecture, voilà! Alors, ce sera le même mot, le même phénomène, c'est la virgule qui marque l'ellipse. Donc, règle 6, la virgule qui marque l'ellipse. Regardez bien comment ellipse s'écrit. C'est pas l'éclipse. Alors, on rappelle qu'est-ce qu'une ellipse? L'ellipse marque l'absence d'un groupe grammatical. Mais c'est l'absence d'un groupe grammatical obligatoire. Parce qu'un complément de phrase, ce n'est pas obligatoire. Il faut que ce soit absence d'un groupe sujet, absence d'un groupe verbe, ou si nous regardons le début d'un énoncé, admettons qu'on a un verbe qui a une expansion, qui a un complément direct, et l'autre côté d'un coordonnant, nous n'aurions pas le même phénomène, la virgule irait marquer l'absence de l'élément grammatical. Alors, celui-ci est un petit peu plus costaud parce que ça demande à la fois une lecture de l'énoncé, une compréhension de l'idée de la phrase et à la fois une analyse grammaticale. On va rappeler donc, voilà, je vous rappelle le modèle de la phrase de base. Hein, l'ellipse qui marque l'absence d'un groupe. Et je vais voir, est-ce que j'ai un autre exemple? Oui, donc, hein, ça donnerait sensiblement cette analyse-là. Et pour votre aide-mémoire, je vais vous replacer l'exemple que nous avions à la diapo précédente, au bas. Rodolphe adore le tennis et Béatrice, virgule, la virgule ici qui reprendrait le mot adore, le soccer. Fait que l'ellipse, ça peut être pratiqué lorsque on veut éviter la redondance, on veut éviter la répétition. Tout simplement, c'est pour éviter une lourdeur ou des mots inutiles. Bien. Alors, je reprends là où nous étions. Nous sommes rendus à la règle 7. Alors, 5, c'était l'apostrophe. 6, l'ellipse. 7. Quelle est la règle d'emploi pour ces virgules? Encore une fois, observez la syntaxe des phrases. « Je n'irai pas chez grand-mère », dit-elle avec fermeté. Alors, ce phénomène-là, il est plus courant dans votre vie. Vous en avez même créé dans votre compte, je suis certaine, quand vous avez fait des scènes, des dialogues. Par contre, vous ne savez peut-être pas c'est quoi son vrai terme grammatical. Alors, comment s'appelle cette virgule? Voilà, c'est la virgule qui sépare la phrase incise. Numéro 7, la virgule qui sépare la phrase incise. Bon, alors, qu'est-ce que l'incise? L'incise marque les changements de narration, des changements de prise de parole, ce qu'on appelle les relais de narration.
Les relais de narration. Lorsque l'auteur nous donne une mention du personnage qui prend la parole. Des fois, on a beaucoup de personnages, puis on ne veut pas mêler notre lecteur, fait qu'on prend le temps, on prend la peine de dire, là, répond, dit-elle, raconta-t-elle. On va aller comme juste donner une petite accentuation du personnage pour pas que notre lecteur se perde, se mélange. Il ne faut pas trop en faire, hein. Par contre, ça peut devenir redondant ou évident, là. Alors, voici un exemple supplémentaire. Marie, nous avons été choisis, dit-elle. Je suis si heureuse. Bon, on va se concentrer sur les virgules ici. Là, je ne comprends pas, je les avais mises en... En tout cas, il me semblait d'avoir mis d'autres couleurs, c'est pas grave. Alors, je veux qu'on regarde les deux virgules doubles. Je vous avais déjà parlé des virgules doubles, il me semble, avec la règle du complément du nom, la règle 2. La règle 3 également, ça pourrait être possible. Bon, on va aller comme encercler les virgules incises pour aller, marquer donc le relais de narration ou l'information sur le personnage qui parle. J'ai également mis une première virgule, puis je vous ai mis au-dessus Marie, virgule, nous avons été choisis, là je vous la donne, ce serait la virgule de l'apostrophe. Trompez-vous pas, c'est pas celle-là qui est une virgule d'incise. Fait que dans cette phrase, si vous aviez eu à la ponctuer, vous auriez placé 3 virgules et vous auriez dit, Marie, ben, la première virgule, c'est la virgule de l'apostrophe, puis les deux autres, c'est des virgules doubles incises. Bien. Fait que celui-là, je pense pas que c'est difficile. C'est peut-être le terme avec lequel vous êtes moins habitué. Puis c'est important de donner les bons termes. Alors, nous passons à la règle suivante. Après la phrase incise, devinette, règle 8. Quelle est la règle d'emploi pour ces virgules? Vous avez 2 exemples. La foule enflammée, comme toujours, délirait de bonheur. Les Jeux olympiques, tous l'affirment, sont incontournables. Qu'est-ce que l'auteur qu'est-ce que l'auteur il essaie de faire? Qu'est-ce qu'il est venu ajouter? Moi, je l'appelle ma phrase pressée. Pressée comme dans ou ma phrase impatiente. Parce que vous avez un groupe sujet, des groupes sujets. Souvent, c'est cette structure-là que ça va prendre, là, mais il se peut que l'insertion de commentaires soit à la fin, là. Alors, c'est comme si l'auteur, il n'est pas capable d'attendre la fin de son idée avant de commenter. Il va commenter en plein milieu de sa phrase. Et il va se donner le droit de donner son opinion sur l'idée qu'il est en train de donner. Puis il n'est pas capable d'attendre. Il faut qu'il la dise tout de suite, son opinion. Hein? La foule enflammée délirait de bonheur, ça aurait pu être possible, mais non, fallait qu'il mette son grain de sel, comme toujours. Même chose, les Jeux olympiques sont incontournables, ça aurait été possible. Mais l'auteur, non, il a voulu rajouter son petit grain de sel, il était trop pressé, il était impatient. Oui, il est allé insérer un commentaire. Comment on appelle ce phénomène? Tadam! C'est la virgule qui isole la phrase incidente. Bon, puis c'est là que ça peut devenir difficile parce que les mots peuvent se ressembler. La règle 7, c'était l'incise. La règle 8, incidente. La virgule qui isole la phrase incidente. Donc, souvent, les élèves vont dire « Ah ouais, ça, c'est la virgule du commentaire. Ah ouais, ça, c'est la virgule de l'opinion qu'on rajoute. » Oui, c'est ça. Mais son vrai mot, là, son vrai terme, c'est l'incidente. On va se donner une petite définition. L'incidente est une insertion d'informations de type opinion ou commentaire dans la phrase. L'incidente est une insertion d'informations de type opinion
ou commentaire dans la phrase. Il me semble, oui, voilà, j'avais fait d'autres exemples. Les maladies, comme tout le reste, sont parfois inévitables. Les maladies, comme tout le reste, sont parfois inévitables. Alors là, je vous ai fait seulement des exemples où votre insertion de commentaire, elle était au milieu entre le sujet et le verbe. Attention, un commentaire pourrait démarrer une phrase, elle pourrait terminer également. Alors, il faut vraiment réfléchir. Est-ce que l'auteur est en train de donner son opinion sur l'idée? Est-ce qu'il est en train d'ajouter une information de type commentaire? Il faut vraiment raisonner le sens. Alors ça, c'est extrêmement intéressant, l'incident, quand vous allez faire de l'argumentaire. Parfois, on veut faire ce qu'on appelle de la réfutation. On veut comme aller détruire l'argument de l'autre. Je sais pas, là, on donne un argument pour quelque chose. Et à l'intérieur de notre argumentation, on va aller dire « Ah, je sais bien, tu penses pas ça » ou « Je sais bien, tu m'aurais pas répondu ça ». Hein, je trouve que les États-Unis sont bien mal dirigés. Je vais vous en faire la démonstration. Ah, peut-être me diriez-vous autre chose. En argumentaire, l'incidente est super intéressante parce que elle laisse transparaître l'opinion de l'auteur de façon subtile. C'est le fun, ça. Vous allez travailler un peu plus ça dans les prochaines années. Bon, alors nous avons vu aujourd'hui là l'apostrophe, la règle 5. On a fait, mon Dieu, je ne sais pas si je l'ai dit dans l'ordre, on a fait l'ellipse. On a fait l'incise, on a fait l'incidente. Il nous en reste une pour aujourd'hui parce que la 10e est un petit peu plus costaude puis on va vraiment la faire là, de façon très séparée. Alors voilà, je la donne tout de suite, là, je donne tout de suite le titre. C'est la virgule qui isole les répétitions ou j'ai mis la virgule pour dire qui isole, j'aurais peut-être dû mettre le déterminant, l'emphatique. Je vous invite peut-être à mettre un L apostrophe là, devant emphatique. La virgule qui isole les répétitions, virgule, l'emphatique. Puis là, avant de lire la diapo, là, je vais juste prendre le temps de faire remonter là, à votre mémoire des connaissances antérieures. Je suis sûre qu'il y en a qui se disent ah ouais, on a déjà vu ça, là, la phrase emphatique, là, c'est la patente là, qu'on répète, là. C'est lui, c'est la lune qui... on avait l'impression qu'on doublait des informations. Hein, je suis sûre que tout le monde se rappelle de ça. Haha, c'est pour ça qu'on révise. Tout d'abord, nous allons voir la virgule qui isole la répétition. Puis après, on va faire le phénomène de l'emphatique parce que c'est un petit peu différent. Bon, alors, une répétition, hein, c'est le phénomène qui rappelle le même élément lié par la virgule. C'est exactement les mêmes mots répétés. L'exemple est au bas. Alors ça, c'est un vers célèbre que vous lirez dans Les Précieuses ridicules de Molière. Au voleur, au voleur, au voleur. On voit, il y a répétition identique du groupe prépositionnel au voleur, au voleur, au voleur. C'est déconseillé dans un type de texte courant, mais ça peut être utile dans un texte poétique quand on veut créer du style. Je pense que pour votre part, vous seriez peut-être vous pourriez plus créer de l'emphatique. Diapo suivante. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Nous sommes rendus donc à la deuxième partie de la règle 9, l'emphatique. Le phénomène de l'emphatique, c'est également une reprise. Hein, on va aller répéter un terme,
Mais c'est seulement la répétition d'un terme dans notre énoncé et non pas l'ensemble des mots. Comme la phrase emphatique qui accentue un terme. Bon, il n'y a rien de mieux qu'un exemple. Regardons les exemples. Ces cadeaux-là, ils seront remis demain. Ces cadeaux-là, ils. Cadeaux-là puis ils, ça reprend la même notion. Alors, on n'a pas répété ces cadeaux-là, ils seront remis demain, ces cadeaux-là, ils seront remis demain. Non, on a répété cette idée-là de cadeau. Et dans un souci d'accentuation, dans un souci de vouloir bien pointer ce dont on veut parler, eh bien, on va les répéter. Regardez le deuxième. Des gâteaux, j'en mange rarement. Gâteau, en, même idée, même phénomène. Si je dépronominalise le pronom en, je mange rarement de cela, des gâteaux. Alors, c'est une répétition et nous allons classer ça dans le phénomène de l'emphatique. Fait qu'encore une fois, il faut lire l'énoncé, comprendre l'idée, mais également, à la fois, analyser par la grammaire la valeur des termes. Fait que c'est la règle 9, celle qui va traiter de répétition ou du phénomène de l'emphatique. Puis vous allez voir que pour le reste de la semaine, après que nous aurons fait la règle 10, vous allez avoir une panoplie d'exercices. Vous devriez en recevoir sous peu, là, mais il y aura un autre bon paquet et ça devrait être suffisant là, pour couvrir là, vos besoins là, pour bien intégrer ces règles. Bon, alors voilà. Nous serons rendus à la leçon 4 prochainement. La virgule qui va séparer la subordonnée relative dite explicative. C'est quelque chose de totalement nouveau pour vous. On va vraiment prendre une leçon pour ça parce que c'est un petit peu plus complexe. D'ici là, ce que vous devez faire, on va aller dans le document de travail. Voilà. En théorie, vous avez fait la partie préparatoire, vous avez fait les règles 1 à 4. Il faut s'assurer que 1 à 4, c'est corrigé. Parce que c'est comme un escalier, là. Vous montez une marche à la fois, puis si vos premières marches ne sont pas bien acquises, ben les règles 5, 6, 7, 8, 9, là, elles vont être dures là, à intégrer. Alors, s'il vous plaît, là, faites bien vos corrections, puis assurez-vous que les règles 1 à 4 sont bien acquises. Voici, donc, vous êtes rendu à faire les exercices de la règle 5, 6, 7, 8, 9, ainsi que le document, attendez, là, regardez, là, bon, vous voyez mes minettes, là. Voici, j'ai demandé à ce qu'on vous donne ce premier paquet d'exercices. Et là, vous avez regardé l'encadré, vous avez les 10 règles. Puis je vous demande de vous rendre, en fait, vous ne vous rendez pas aux 2 points, là. Okay? On n'est pas rendu là. Vous faites le numéro 1, le numéro 2, jusqu'à temps que vous arriviez à la partie 2 points. OK? Là, vous allez sûrement me dire, ben là, madame, on va sûrement croiser des règles 10. Oui, mais c'est pas grave. Vous avez une solution de rechange en attendant. J'en dis pas plus. Alors, c'est le travail pour le cours. Je vous souhaite des beaux exercices. Soyez disciplinés. Votre surveillant peut décider si vous pouvez les faire en équipe ou pas. C'est selon le climat de la classe. Je ne suis pas là pour juger. Il y en a qui aiment bien s'isoler avec la musique. Là, si votre surveillant est d'accord, là, je vois pas de problème. Puis voilà, on se revoit pour une prochaine leçon. Au revoir!